Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler orientation, une question très importante pour collèges, lycéens, parce qu'on leur demande déjà de faire des choix. Et on va répondre aujourd'hui à la question de Sylvie qui m'a posé cette question sur LinkedIn. Question très intéressante que l'on va voir, notamment avec l'utilisation des 7 profils d'apprentissage. Donc je vous en dis pas plus, on va voir donc la question ou les questions plutôt de Sylvie. Je vais aborder des études de cas. Cette vidéo risque d'être un chouïa longue parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors là aussi, il faut que je fasse un tri entre on dire suffisamment pour que vous compreniez les choses, mais non plus pas tomber dans trop de détails. Je vous renverrai à mon ouvrage sur ces profils d'apprentissage, bien entendu, et bien évidemment des études de cas. Voilà. Et avant, comme vous avez l'habitude, avant d'aborder notre sujet, je vous rappelle donc la formation gratuite que vous avez en lien dans cette description sur comment développer son activité de coaching scolaire, même si vous n'avez pas ou peu d'expérience dans la matière et notamment en marketing. J'en dis pas plus, on va directement sur notre sujet. C'est parti. Alors voici la question de Sylvie que je vous lis et que vous voyez qu'elle est aussi elle défile sur l'écran sur LinkedIn. Donc j'ai lu votre livre sur 7 profils d'apprentissage. Cette lecture m'a enthousiasmé. Ça, j'y trouve plusieurs de mes outils d'enseignante. Merci Sylvie. De coach, mais aussi de psychopédagogue. Il m'a permis de faire des liens en apportant de la clarté. Donc je me demandais si avec votre méthode, vous aviez suffisamment de recul pour proposer des idées de métier en lien avec les différentes combinaisons de profils. Alors, très bonne question Sylvie. Alors déjà, une chose, c'est pas une méthode, c'est un outil. C'est le profil d'apprentissage, c'est un outil. Alors déjà, pour notre auditoire, déjà pour ceux qui connaissent pas, qu'est-ce que c'est que les 7 profils d'apprentissage? Donc, c'est le profil d'apprentissage, c'est un outil que j'ai conceptualisé, on va dire, avec conjointement avec Isabelle Gingras, donc qui est toujours même docteur en psychologie de l'université de Stanford. Donc, elle m'a plutôt encadré dans l'écriture de cet ouvrage pour conceptualiser cet outil. Alors, en bref, donc l'outil a été cela fait la publication d'un livre, 7 profils d'apprentissage, première édition en 2005, donc ça fait bientôt aujourd'hui, on est en 2024, ça va faire bientôt 20 ans, donc il s'est passé beaucoup de choses à l'époque. En 2005, il n'y avait pas encore à peine Facebook, même pas encore, je me souviens, YouTube, et Internet était dans une phase de balbutiement. Les 7 profils d'apprentissage, alors qu'est-ce que ça représente aussi? Parce qu'on peut faire un outil, c'est bien, mais quelle est sa légitimité, quelle est son utilisation? Depuis 2012, c'est à peu près ce sont vraiment, on va dire, depuis 2012 où il y a le test des profils d'apprentissage qui permettent de déterminer votre profil d'apprentissage, le profil d'apprentissage des élèves. Depuis 2012, c'est 704 lycées qui utilisent cet outil, qui utilisent les 7 profils d'apprentissage, donc ils se sont inscrits au test, ce qui fait quand même 19% des lycées français. Et vous avez 539 collèges, donc ce qui fait à peu près 8% des collèges français. Et enfin, il y a 61 universités qui utilisent l'outil des 7 profils, ce qui fait à peu près 40% des universités françaises. Alors en fait, ça en fait plus. Le chiffre, si vous comparez, donc là, tous ces chiffres sont visibles. Vous pouvez voir quels sont les établissements qui utilisent les 7 profils. Donc je vous mettrai le lien aussi en description. Donc ce qui fait, il y a à peu près 72 universités en France, donc ça fait beaucoup plus. Mais pour la petite histoire, il y a pas mal d'universités étrangères et aussi certaines écoles d'ingénieurs qui sont universités sans être universités. On les a classées quand même dans universités. Donc ça fait un chiffre de 84%, mais c'est pas vraiment la réalité. La réalité est beaucoup plus vers 40% des universités françaises. Voilà. Donc, ce qui fait quand même pas mal de monde qui utilise cet outil. Ça fait plus d'1 million d'utilisateurs.
Euh, donc on peut avoir, évidemment, comme le dit Sylvie, du recul par rapport à ce qui se passe, alors par rapport notamment à l'orientation. Alors il faut dire que cet outil, cette profil d'apprentissage n'a pas été conçu spécifiquement pour l'orientation, mais bon, quand même, on peut s'en servir pour, on va dire, dégrossir les choses. Alors, sur l'orientation, j'en reviens sur quelque chose d'un peu plus basique, pour répondre vraiment à la question de Sylvie, quelque chose de plus large, on va dire, où il y a une erreur qui se fait très souvent, que je vois très souvent, c'est le choix d'un métier. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas tous les métiers possibles. C'est-à-dire qu'il est impossible de connaître tous les métiers. Donc, on ne peut pas dire d'emblée à un élève de collège ou de lycée quel métier tu veux faire. Il n'en sait rien. Hein. D'ailleurs, et même les enseignants ou même en CDI, ils connaissent pas tous les métiers. Donc, il est impossible de faire, on va dire, un choix large de métiers. Hein. Je me déplace un petit peu. Voilà. Donc il y a des milliers de métiers méconnus qui peuvent convenir, et donc évidemment, vous n'êtes, en tant qu'enseignant ou même coach scolaire, vous n'êtes pas une bibliothèque. Et bien entendu, les enfants n'ont aucune idée du métier qu'ils veulent faire. Hein. Donc comment faire un choix de métier quand en 14-15 ans, qu'on a un ado, on découvre le monde. Bon, voilà, on a quelques idées classiques comme pompier, policier. Peut-être qu'on peut se référer aussi à ce que font les parents, ingénieurs, pharmaciens, médecins ou boulangers. Voilà, oui, on a cette notion de métier-là, mais évidemment, la notion de métier est beaucoup plus large. Et donc, évidemment, le choix du métier par l'enfant se fait par l'influence de l'environnement, tout simplement. Donc, on peut pas dire que à 14 ans, 15 ans, l'enfant va pouvoir faire un choix éclairé d'un métier. Il fera le choix en fonction de l'environnement qu'il connaît, forcément un environnement qui est restreint. Et oui, je me souviens d'une expérience qu'avait fait une de mes collègues quand j'étais enseignant. Elle avait demandé à une classe de seconde quel métier il voulait faire plus tard. Donc elle me dit tiens, je vais poser un petit peu la question à mes élèves pour voir. C'était une expérience tout simplement. Et la réponse a été assez bizarre, assez marrant. C'est que que voulez-vous faire comme métier? 50% c'était le métier de chanteur, 30% de footballeur évidemment, donc ça c'était forcément les garçons. Je me souviens, je crois que c'était en 2006 où il y avait la Coupe du Monde de football, et évidemment les garçons étaient rêvés dessus. Donc 30% voulaient faire le métier de footballeur, et chez les filles plutôt 20% voulaient faire le métier d'actrice. Vous voyez, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens du tout. Donc vous pouvez pas poser, c'est très difficile de poser la question sur quel métier vous voulez faire. Donc on fait souvent un choix, enfin les jeunes font un choix par défaut ou en tout cas non éclairé. Donc d'où la nécessité de travailler sur les valeurs comme j'aime ou j'aime pas. Je prends l'exemple de Steve Jobs, donc Steve Jobs, le co-créateur d'Apple. Hein. On dit souvent que c'est le créateur d'Apple, c'est faux, c'est le co-créateur, vous allez comprendre pourquoi. Mais il est important d'abord de travailler sur les valeurs du collégien ou du lycéen, en tout cas de l'ado ou même d'un adulte, hein, du j'aime. Pour résumer, hein, valeur c'est j'aime ou j'aime pas. La valeur c'est j'aime, et l'anti-valeur, on va dire, c'est je n'aime pas. Donc on va prendre l'exemple concret de Steve Jobs. Steve Jobs aimait la création, il aimait le beau, donc c'était un créateur, c'était un créatif. Il n'a pas fait d'études supérieures. La seule étude supérieure qu'il a faite, c'est une semestre de calligraphie. Il adorait la calligraphie parce que il y avait cette notion de beau. Alors vous me direz, mais attends, je comprends pas, Jean-François. Il a fait quand même des ordinateurs. Il a vendu des ordinateurs, et le nom de Steve Jobs est intimement lié à la marque Apple. Oui et non. C'est-à-dire que Steve Jobs a beaucoup travaillé sur la beauté de l'objet. Apple, c'est un objet quasiment d'art, c'est ce que voulait faire Steve Jobs. Et Steve Jobs était aussi quelqu'un de très actif. Mais il faut savoir que le créateur, le designer, le marketeur, le communication, on va dire la communication, c'est Steve Jobs.
c'est celui que l'on voit. Hein. Donc Steve Jobs était complètement dans son rôle. Il était dans un métier qu'il adorait parce qu'il avait l'occasion de créer, de rendre des objets du quotidien, donc technologiques, beaux, et il pouvait s'adonner à toutes les créations possibles. Mais un ordinateur, c'est technique. Et le côté technique, ce que vous connaissez moins, c'est Steve Wozniak. Steve Wozniak est un ingénieur de génie. Et Steve Jobs lui donnait comment dirais-je, des fonctionnalités. Il voulait que les fonctionnalités soient belles. C'est vraiment designé. Donc évidemment, à l'époque, dans les années 80, je ne sais pas si vous étiez né, mais vous regardez un ordinateur dans les années 80, c'était absolument horrible. Et donc, Steve Jobs a sorti le premier ordinateur beau. Voyez. Donc voilà. Donc là, je vais pas m'étaler dessus, mais on est dans les valeurs. Et c'est à partir de valeurs qu'on choisit le métier, tout simplement. Donc Steve Jobs se trouvait bien dans ce métier-là. Voilà. Alors, évidemment, quand on parle de valeurs, évidemment, vous avez besoin d'un outil. Hein. Et donc, comment déterminer les valeurs à besoin d'outils? Alors, vous savez, des bilans de compétences, vous avez différents tests plus ou moins compliqués dans les bilans de compétences qui arrivent à sortir quand même des choses assez fidèles. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas utiliser des tests de bilan de compétences précis dans des écoles, dans des collégiens et chez des lycéens, parce que ça prendrait du temps et puis ça coûte cher aussi. D'où la pertinence d'utilisation des 7 profils d'apprentissage, et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors, on prend à la base les profils d'identité. Hein. Donc les 7 profils d'apprentissage, vous avez les profils d'identité. Alors là aussi, je vous l'explique pas, hein, je vous renvoie à mon ouvrage, le dernier. Alors là, c'est la dernière version, la dernière édition 2024, alors qui est plus destiné aux parents, mais qui est vraiment le plus abouti, où j'explique un petit peu tout ça. Donc voilà, je vais pas vous, comment dirais-je, je ne vais pas vous rentrer dans les détails, ce qui ne permettra pas ce qui est comment dirais-je, contre-productif pour la clarté de mon exposé. Mais simplement, voilà, si vous connaissez un petit peu les profils d'apprentissage, il faut prendre considérer les profils d'identité, hein, le 3e niveau, les profils d'identité, donc au nombre de 7. Et c'est à partir de là que, en fonction du profil d'identité que vous trouvez, eh bien, les profils d'identité correspondent, on va dire, à un groupe de valeurs. On va dire ça. Donc, pour vraiment très schématiser, mais là, si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie au dernier livre, hein, donc la dernière édition, qui est une édition par an, mais qui est beaucoup plus complète. Alors, je prends une étude de cas. Je prends une étude de cas pour bien que vous compreniez. Donc c'est une étude de cas, c'est une histoire réelle, hein, que j'ai vécue. C'est l'histoire d'un directeur d'usine, donc dans la région grenobloise, et donc il y avait un plan social. Donc ce directeur d'usine qui avait du succès, ingénieur de formation, directeur d'usine très compétent, décide de profiter d'un plan de licenciement, donc d'engager de l'argent et de partir, et puis il va se dire, ben voilà, j'ai une longue expérience en tant que directeur d'usine, il me sera très facile de retrouver un poste de directeur d'usine. Alors si c'est pas dans la région Grenoble, ça sera dans une autre région, donc il n'y avait pas de problème. Sauf que ce qui se passait, il était pris à chaque fois qu'il avait un CV, il était pris dans les entretiens finaux, mais il n'était jamais pris. Et à un moment, il a fait à peu près plus d'une dizaine d'entretiens, et à chaque fois, donc vous savez, les entretiens, à un moment, il y a les entretiens finaux, et ça se décide entre 2 et 3 personnes, il n'était jamais pris. Et même il se demandait, mais qu'est-ce qui se passe? Et donc il va le voir une DRH, qui est une amie, et il lui dit, mais écoute, je comprends pas, je ne suis jamais pris. Et donc, elle lui fait un entretien, on va pas dire fictif, mais elle dit, ben voilà, ce qu'on va faire, c'est que on va passer un entretien, et puis je te dirai ce qui va pas sur l'entretien final.
il passe donc l'entretien avec cet ami DRH, et cet ami DRH me dit, écoute Jean-François, j'aimerais bien lui faire passer le test de cette profil parce que j'ai une idée, mais je veux la confirmer. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ce directeur d'usine faisait partie d'une association, il avait une activité bénévole, il faisait partie de la banque alimentaire, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un petit peu comme le Resto du Cœur. Et cette DRH lui dit, mais je ne comprends pas pourquoi tu postules en tant que directeur d'usine. Alors le directeur d'usine, il dit, l'ingénieur dit, mais je postule parce que c'est mon métier, je fais ça depuis 15 ans, j'ai de l'expérience, j'ai une expertise. Elle lui répond, dans l'entretien, à peu près 50% d'entretien, il y a une différence entre lorsque tu parles de ton poste et lorsque tu parles de ton activité associative de bénévole dans la banque alimentaire. Ça change du tout au tout. Et quand tu parles de ton association, quand tu parles de tes actions humanitaires, dans la banque alimentaire, tu rayonnes. Et on se dit, mais pourquoi tu ne travailles pas dans une association activité bénévole? Et lui, il était assez surpris. Je dis, mais parce que j'ai pas d'expérience. Je suis bénévole, je donne de temps en temps de mon temps, mais sans plus. Et en fait, le résultat de son profil d'identité donne aimable à 70% et 30% perfectionniste. Alors, je vous la fais courte. Ça veut dire très simplement que ce qu'il aime en numéro 1, c'est la contribution, c'est aider autrui. Et ce qu'il fuit, c'est le conflit et le rejet. Donc, ce qui est important pour lui. Et ce qu'il aime en numéro 2, donc sa valeur, c'est que justement le perfectionnisme, c'est que tout soit bien fait. Donc la minutie, donc ce qu'il fuit, c'est l'erreur, se tromper et le désordre. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est que il a choisi son métier par rapport à ce qu'il aime, c'est-à-dire la perfection. Donc le métier d'ingénieur demande de la minutie, demande de la précision. C'est exactement ce qu'il aime. Donc ça rentre dans ses valeurs, et le métier d'ingénieur, vous voyez, on part de la valeur, le métier d'ingénieur convient tout à fait. Et comme il aime pas le conflit, eh bien, en termes de management, c'était un manager de talent extrêmement apprécié. Et c'est la raison pour laquelle, dans le management, il est monté extrêmement vite. Donc, il a dirigé des usines pendant 15 ans. Le problème, c'est à un moment, et les actionnaires lui ont demandé de faire du chiffre, d'augmenter le chiffre d'affaires, d'avoir des objectifs de réduction de coûts. Et là, on tape dans ce qu'il fuit, dans son nom, il n'y a plus de notion de contribution, il n'y a plus de notion d'aider, il y a une notion de faire du chiffre, de faire cracher de l'argent à l'usine et de tailler dans les coûts. Voyez. Donc là, ça ne va pas du tout, ça va à l'encontre de sa valeur de contribution et d'aider autrui. Et donc, c'est la raison pour laquelle il ne se sentait plus bien dans son poste, et la raison pour laquelle sa démission, alors c'est pas sa démission, mais sa rupture conventionnelle était tout à fait logique. Et donc cet ami DRH lui a conseillé de dire, écoute, moi je te conseille, alors même si tu n'as pas les qualifications, mais si tu n'as pas les diplômes, tu devrais postuler comme directeur associatif d'une association, notamment une association humanitaire, peut-être justement une direction dans la banque alimentaire ou autre. Et ce qui s'est passé, il a envoyé par essai quelques CV et il a été pris tout de suite. Vous voyez, voilà, c'est ça. Vous voyez comment ça fonctionne. On travaille toujours sur les valeurs. Donc, via le test d'essai de profil d'apprentissage, vous avez les valeurs qui se décident. Alors là aussi, je vous renvoie au bouquin d'essai de profil d'apprentissage. Mais ce qui s'est passé, c'est que pendant 15 ans, eh bien, il a fait passer de ce qu'il aime en numéro 2, c'était en numéro 1. Et en fait, dans sa décision de réorientation, il a fait passer ce qu'il aime en numéro 1 et passer en priorité numéro 1. Et ensuite, il aime en numéro 2 et passer en priorité numéro 2. Et donc, en tant que directeur d'une association, il fait merveille parce que il est dans ce qu'il aime, il est dans la contribution, il est dans l'aide d'autrui. Donc, il manage ses équipes vraiment extrêmement bien et
plus il est extrêmement minutieux. Donc tout est très bien organisé. Donc vous voyez comment ça fonctionne. Donc il faut partir, donc je me répète, donc des valeurs. Pour trouver les valeurs, dans un premier temps, plutôt que d'utiliser des outils de, on va dire, des outils de bilan de compétences qui sont un petit peu complexes et qui ont un certain coût, vous pouvez utiliser les 7 profils d'apprentissage en utilisant donc les profils d'identité. Vous déterminez, ici après vous avez les résultats, voilà, 70% aimable et 30% perfectionniste, ce qui vous permet de coller en face un métier. Mais le métier peut changer. Les valeurs restent, mais le métier peut changer. Pourquoi le métier peut changer? Parce que des fois, le contexte peut changer. Ici, le contexte dans ce directeur d'usine, le contexte avait changé, parce qu'avant, on lui demandait de bien manager ses équipes, l'usine, qui est le moins de conflits sociaux possible. Alors lui, il n'aime pas le conflit, il fuit le rejet. Donc là, c'était un négociateur, vous voyez, quelqu'un qui arrive à concilier les opinions différentes. Il était parfait. Mais le jour où on lui a demandé des objectifs financiers, la valeur numéro 1 n'étant plus satisfaite, il n'était plus en adéquation avec son métier. Enfin, avec la situation, le métier n'allait plus. Donc, il fallait qu'il change de métier. Non pas parce que le métier n'est pas bon, mais pour retrouver ici, pour retrouver une situation où ses valeurs, sa valeur première, soit satisfaite et éventuellement sa valeur secondaire, tout simplement. Voilà, voilà pour cette vidéo. Donc pour conclure, prenez les choses en termes de valeur, donc via les profils d'apprentissage, valeur et ensuite le métier. Je vous prends un autre exemple. J'ai un ami donc qui est directeur de banque, donc il gère un service de 50 personnes, donc c'est un directeur régional. Et donc son profil d'identité, c'est un profil enthousiaste. Alors lui, c'est la valeur première, c'est la liberté de choix, et il aime tout la bonne humeur. D'ailleurs, son slogan, c'est le nombre de sourires au mètre carré dans son management. Et il y a un moment où le board a changé. Et il aime son métier. Pourquoi? Parce qu'on lui fout la paix. Donc il est extrêmement compétent, et comme il est extrêmement compétent, eh bien le board lui laisse la paix parce que le board n'a pas ses compétences. Donc son chef, ses chefs sont directement les actionnaires qui reconnaissent sa compétence, et donc il reste là. Et un jour, il y a un nouveau membre du board qui a voulu, qui avait certaines compétences qu'il avait, et qui a voulu un petit peu pas le contrôler, mais le superviser, on va dire. Et c'est là que sa liberté de choix, ce sentiment de vouloir ce qu'il voulait faire, était, on va dire, entre guillemets, violé. Et donc, tout de suite, il a perdu goût à son métier. Et le métier, donc il voulait démissionner, il voulait quitter ses fonctions pour prendre un poste de formateur. Vous voyez, on passe d'un métier complètement là aussi de direction de 50 personnes, direction d'un département régional de 50 personnes, à simple formateur. Donc on pourrait croire qu'il n'y a aucun lien entre les deux. Si, le lien, pourquoi le métier de formateur? Parce que 1, il est libre, 2, en face de sa salle, il fait ce qu'il veut, donc il a la liberté de choix. Alors évidemment, il y a une contrainte pédagogique, mais là aussi, on peut être créatif. Et puis, il aime bien aussi, comment dirais-je, avoir des stagiaires en face de lui, expliquer les choses et diffuser ses compétences. Vous voyez comment ça fonctionne. Donc voilà, donc évitez toujours cette notion. C'est pas tant une notion de métier que cette notion de valeur, comment déterminer les valeurs. Et si j'en reviens aux collégiens, déterminer les valeurs des collégiens à travers ces profils d'apprentissage, donc les profils d'identité. Donc pour ça, donc volontairement, je n'ai pas fait de rentrer dans les détails, mais allez voir mon livre, donc cette dernière édition de 2024, sur les 7 profils d'apprentissage. Donc c'est vraiment un concentré d'études de cas où je réponds exactement aussi à cette question de l'orientation.
Voilà, j'ai pas été trop long, j'espère. Merci de m'avoir écouté. Et la prochaine fois, on va aborder un autre sujet. Et je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous à la chaîne. Un like si vous avez aimé. Le lien en description pour la formation gratuite. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!